Alors, bonjour tout le monde, officiellement. Euh, je me présente, Chantal Lemay. Je suis bibliothécaire responsable de la formation des usagers ici à la Grande Bibliothèque. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour notre conférence de la série Parlons numérique. Et ce soir, on accueille François Boulet d'Insertec qui va nous parler de comment prolonger la durée de vie de notre ordinateur. Donc, c'est vraiment un sujet euh, particulièrement pertinent avec la place que la technologie prend dans nos vies. On l'a d'autant plus vu dans les dernières années avec la pandémie où on était tant dépendant de nos ordinateurs. Alors, comment s'assurer de conserver notre ordinateur plus longtemps, ne pas être obligé de le remplacer sans arrêt, alors qu'on sait que d'un point de vue environnemental, les ordinateurs contiennent énormément de matériaux, coûtent une fortune pour notre portefeuille aussi. Donc, d'excellents trucs qui nous seront fort utiles. Et François Boulet vient donc d'Insertec. Insertec qui est une entreprise d'insertion sociale à but non lucratif qui forme des jeunes sans emploi tout en donnant une deuxième vie à du matériel informatique qui est récupéré des entreprises. Donc, c'est en place depuis 1998. Plus de 1400 jeunes formés, ça a sûrement monté là, depuis les derniers chiffres. 200 000 appareils qui ont été remis en état et de la formation comme celle à laquelle on a droit aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Puis, je cède la parole à François Boulet. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va voir un peu comment prolonger la vie de votre ordinateur. Donc, c'est un guide qu'on a déjà disponible sur le site d'insertec.ca. Donc, l'adresse, c'est juste www.insertec.ca. Quand vous arrivez sur le site, parce que moi, je vais me servir du guide aujourd'hui pour la présentation, mais vous, après ça, vous pouvez revenir consulter le guide là, en tout moment parce que c'est disponible grand public. Donc, quand vous arrivez sur le site pour trouver le guide, c'est dans le menu, donc les trois barres qui sont en haut à droite, dans la section Vente et services. Vous allez retrouver là, dans le bas là, de Vente et services le guide Prolonger la durée de vie de votre ordinateur. Donc, ce guide-là, ben, comme Chantal le dit tantôt, c'est ça, c'est pour prolonger la durée de vie de notre ordinateur. Ça a un impact effectivement environnemental puis économique aussi, effectivement. Bon, premièrement, il y a un guide là, qui est téléchargeable PDF aussi, mais c'est surtout des rappels des grandes lignes qu'il y a dans le guide. Parce que le guide comme tel, il est un peu plus bas ici et on vous propose dans le fond 3 catégories d'actions qu'on peut faire là, pour entretenir notre appareil. Aussi, je voulais préciser que ce guide-là, il est fait pour Windows 10, donc les PC avec Windows 10. Bon, ceux qui ont des Windows 11 sont encore assez récents, fait qu'on aura le temps de le refaire, mais c'est sensiblement pareil quand même pour le Windows 11, là, ça se ressemble. Donc, mais là, c'est vraiment pensé, fait pour Windows 10. Donc, au niveau des 3 actions, 3 catégories d'actions qu'on peut faire, premièrement, il y a au niveau justement ménage physique de l'ordinateur, donc qui est dépoussiérer puis nettoyer vos appareils. Ensuite, il y a au niveau la tuile du milieu, entretien et optimisation logicielle. Ça, c'est vraiment les actions qu'on peut appliquer dans l'ordinateur déjà inclus dans le système Windows. On n'a pas besoin d'aucun autre programme autre que les options qui sont déjà dans le Windows pour cette partie-là. Et il y a aussi au niveau de l'entretien et optimisation du matériel, la troisième tuile, c'est que tout simplement, il y a certaines pièces dans l'ordinateur qu'on peut quand même changer facilement pour augmenter les performances. Puis en augmentant les performances, veut pas, ben on va prolonger la durée de vie aussi. Donc, si je commence avec la première catégorie, dépoussiérer, nettoyer les appareils. Donc là, vous allez voir, cette partie-là est faite autant pour les portables que les ordinateurs de bureau. Donc, la première partie à gauche, c'est pour les ordinateurs portables et la partie à droite, bien là, c'est la procédure pour les ordinateurs de bureau autour, là, les boîtiers là, plus conventionnels. Donc, ensuite, dans dépoussiérer justement votre portable, on a déjà au début un peu c'est quoi pourquoi qu'on veut dépoussiérer justement notre portable. Donc, puis
dans quelles circonstances on va vouloir le faire. Premièrement, on va vouloir le faire au moins une fois par année parce que l'ordinateur, il y a des ventilateurs, donc une circulation d'air, donc il y a de la poussière qui va se retrouver à l'intérieur. Donc, au moins une fois par année. Si c'est 2 fois par année, c'est encore mieux, c'est pas nuisible. Si vous avez des animaux à la maison, peut-être un peu plus fréquemment aussi. Même si vous êtes très, très propre à la maison, là, Mme Blancheville passez la balayeuse tout le temps, tous les jours, puis qu'il n'y a pas de poils qui traînent, bien, quand même, les ventilateurs l'attirent, puis la statique aussi, parce qu'il y a de la statique dans l'électronique. La statique attire quand même aussi ces poils-là. Donc, avec des animaux, peut-être le faire un peu plus souvent. Souvent aussi, on va vouloir dépoussiérer l'ordinateur suite à des problèmes de surchauffe. Comment on peut identifier les problèmes de surchauffe de l'ordinateur? Bien, le ventilateur, il va s'emballer, qu'il ne faisait pas avant. Donc, tout d'un coup, il commence à s'emballer, à faire des bruits plus importants qu'avant. L'ordinateur, il peut carrément s'éteindre d'un coup, s'éteindre vraiment brutalement. Ça, c'est vraiment un signe de surchauffe. Parce que dans les ordinateurs, il y a des sondes qui font que pour protéger les pièces qui sont à l'intérieur qui peuvent être abîmées par la température, il y a des sondes qui vont carrément fermer l'ordinateur quand il atteint une certaine température. Donc ça, c'est un autre indice que notre ordinateur commence à surchauffer, qu'il a peut-être besoin d'être dépoussiéré. Et quand que ça commence à arriver que l'ordinateur il éteint comme ça brutalement, bien souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va éteindre. En éteignant, il va refroidir un peu. Là, on va le repartir. Fait qu'on dit, ah, il marche encore, c'était juste une fois, tu sais. Mais il va refermer quand il va réatteindre les températures. Puis ce qui arrive, c'est que plus qu'on le fait souvent, bien, plus il va atteindre les températures rapidement, puis plus on va abîmer les pièces à l'intérieur quand même. Donc déjà, un ordinateur qui ferme, c'est vraiment, il ferme là, aucun avertissement, là, pas de les fenêtres se ferment, je fais les enregistrements. Là, c'est vraiment, ça ferme d'un coup. Ben là, on est vraiment probablement en présence de surchauffe. Donc, on a dans le guide, premièrement, les outils nécessaires pour procéder. Pour le portable, on va y aller seulement avec un aspirateur avec des embouts aplatis. Pourquoi des embouts aplatis? Oh, je vais le dire tantôt. Ensuite, un tournevis au besoin. Passez pas tous les portables qui ont besoin de tournevis en dessous pour l'ouvrir. Puis même que pour le portable, pour passer la balayeuse, dans le fond, l'aspirateur, on va quand même éviter de l'ouvrir. Ce n'est pas nécessaire de l'ouvrir. Donc, ça. Donc, au niveau des conseils de sécurité aussi, avant de commencer, premièrement, s'assurer que l'ordinateur il est bien éteint, vraiment éteint, pas juste mis en veille, là, vraiment éteint. Il est débranché pour être sûr qu'il n'y a pas de courant. Puis même dans le portable, je vous conseille même d'y aller à enlever la batterie même pour faire ces opérations-là. Parce qu'un appareil électronique qui a une batterie ou qui est branché, même s'il est éteint, il reçoit encore de l'électricité. Il y a encore de l'électricité présente dans les composantes à l'intérieur. Donc, vraiment, le débrancher, voire même aller jusqu'à enlever la batterie. Aussi, pour le portable, c'est moins grave, mais ça va être plus important pour les boîtiers. Il faut se décharger notre électricité statique avant de mettre les mains à l'intérieur parce qu'il y a des pièces qui sont sensibles à l'électricité statique. Ça, c'est pas très compliqué à faire, se décharger l'électricité statique. On a juste à trouver une pièce en métal, d'y toucher, puis ça y est. Si on en avait de l'électricité statique, on va le sentir, le choc, de toute façon. Puis si on n'en avait pas, ça va être correct. Pour ceux qui ont des boîtiers, des ordinateurs de type boîtier, le tour du boîtier, il est en métal. Donc déjà, juste le fait de mettre la main sur le boîtier qui est en métal, on vient de se décharger. Puis ça ne communique pas avec les pièces à l'intérieur. Donc ça aussi. Il existe aussi des bracelets, mais honnêtement, juste de toucher à du métal, ça va nous décharger l'électricité statique. Pour le portable, on dit ne pas utiliser de vaporisateur à air comprimé. Parce que dans le boîtier tour, ça, on va l'utiliser, les cacanes d'air qu'on appelle là, communément. Là. Donc, ne pas en utiliser parce qu'on ne veut pas souffler vers l'intérieur, on veut aspirer vers l'extérieur. Donc, les cacanes, ils vont juste souffler vers l'intérieur. Donc, on va éviter ça. Ensuite, ben, on dit aussi, si vous n'êtes pas assez sûr, n'ouvrez pas votre portable vous-même si vous n'êtes pas assez sûr de vous. Toujours mieux de faire affaire avec un technicien professionnel au besoin si vous n'êtes pas assez certain. Donc, ça, c'est les conseils de sécurité avant de commencer. Donc, ce n'est pas très compliqué. Tout simplement, c'est de retourner le portable à l'envers parce que les trappes d'aération sont en dessous. Il y a toujours des fentes, des trappes d'aération sous le portable. Il y a plusieurs portables aussi qui vont en avoir sur un des deux côtés. Comme ici, je mets mes mains là, du côté, je le sens, je n'ai même pas besoin de regarder, je le sais, il est de ce bord-là. Je sens la chaleur qui sort. Puis
Puis là, si je regarde, je fais, ah ben oui, il y a des trappes là pour l'air. Donc, c'est là qu'on va viser surtout celui qu'on sent la chaleur. Parce que ça veut dire que c'est la place où ce que le ventilateur pousse l'air chaud vers l'extérieur, justement. Donc, c'est cette partie-là qu'on veut dégager principalement de la poussière. Ensuite, là, on ne le regardera pas, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a aussi même une petite vidéo qui montre un peu comment nous, on fait chez Incertec. Puis comme je disais tantôt, souvent, il y en a en dessous. Donc, l'aspirateur, là, on va le passer vraiment dans toutes les craques, toutes les fentes qu'on voit partout en dessous. Et ensuite, bien aussi dans les fentes qu'on voit sur le côté. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire là, pour l'entretien de notre ordinateur. Donc là, si je vais revenir en arrière, parce que le guide, là, il n'y a pas de lien pour retourner à l'autre. Donc, pour revenir en arrière, pour aller chercher la partie ordinateur, je vais tout simplement utiliser la flèche en haut. Et ensuite, pour l'ordinateur de bureau ou de tour, c'est les mêmes raisons pour lesquelles on va vouloir le dépoussiérer. Encore là, c'est que la poussière est l'ennemi numéro 1. Les outils nécessaires, bien là, on va y aller peut-être avec un vaporisateur d'air comprimé, une petite souffleuse. Il existe chez Gazin Tiger des petites souffleuses qu'on peut acheter. C'est plus écologique que la canne. Une balayeuse aussi, il n'est pas nommé là, mais une balayeuse, surtout si vous ne l'avez jamais faite. Parce que si vous allez voir, la première fois que vous faites ça, puis ça fait plusieurs années que vous l'avez, puis que vous commencez à souffler l'air, le nuage de poussière va lever. Peut-être même sortir dehors pour la première fois pour le faire. Puis la balieuse, ben, c'est justement en soufflant, on va pouvoir récupérer un peu de la poussière en même temps. Là, je la fais donc avec les deux mains. Tournevis au besoin parce qu'il y a des boîtiers qui n'ont pas de vis pour s'ouvrir. Il faut tout simplement, il y a des clenches tout simplement pour ouvrir un des deux côtés puis aller passer la balieuse puis souffler à l'intérieur. Encore là, les mêmes conseils de sécurité, s'assurer que l'ordinateur est bien éteint, débranché. On se décharge encore une fois de l'électricité statique. Puis si vous utilisez le vaporisateur d'air comprimé, c'est important de le garder à la verticale et à une distance d'environ 30 cm des composantes. Parce que, veut pas, si c'est un liquide qui est à l'intérieur, si on la penche, il y a une chance que, justement, il y ait du liquide qui sorte. Puis si on est trop proche aussi, bien, s'il y a du liquide qui sort et on est loin, c'est pas grave. Puis si on est trop proche, bien, c'est ça, ça peut tomber dedans. Donc, pour ça qu'on dit la garde des droites est pas trop proche. Ah oui, puis aussi, pour souffler l'air, s'il y en a qui ont des séchoirs à cheveux qui projettent de l'air froid, il y en a des fois qui ont un bouton, genre un flocon de neige dessus ou cold marqué dessus, ça souffle quand même assez fort pour quand même sortir. Donc, pas nécessairement besoin d'acheter d'autres choses. Si vous avez ce genre de séchoir-là, ça peut faire le travail aussi. Donc là, on a encore les étapes. Bien évidemment, éteindre le boîtier, enlever les fils, le mettre sur le côté opposé au panneau qui s'ouvre. Bon, c'est quel le panneau qui s'ouvre? Bien, lui, je vais vous montrer quand même avec la vidéo. Là, je ne l'écouterai pas toute. Je vais juste vous montrer quelque chose dans la vidéo. Où est-ce qu'il ouvre son boîtier? Oui, c'est là que je voulais montrer. Ça ici, le derrière. Le boîtier, là, en arrière, là, il y a un des deux côtés où il y a tous les connecteurs. OK? Où ce qu'on branche toutes les choses. Donc, le panneau qui s'ouvre pour aller à l'intérieur, c'est à l'opposé. Donc, parce que si vous ouvrez ce côté-là, qu'on ne voit pas en arrière, là, bien, vous avez la carte mère qui est là, donc vous n'avez pas accès à l'intérieur par là. Parce qu'il y en a des ordinateurs que les deux côtés s'ouvrent. La plupart, ça va être juste le bon côté qui s'ouvre, mais il y en a des ordinateurs que les deux côtés s'ouvrent. Donc, pour savoir lequel côté, c'est vraiment à l'opposé des connecteurs, donc l'autre côté. Puis il y a des ordinateurs justement comme celui-là. Ici, lui, il y a une clenche ici en haut. Donc, il n'y a pas de vis. Si je regarde ici, c'est le bord de la trappe, là, le bord du panneau. Il n'y a pas de vis. Donc, lui, ce n'est pas des vis, c'est juste une clenche. Donc, en tirant la clenche, le panneau, il s'ouvre. Il faut juste être visuel, observateur un peu à l'arrière, voir est-ce que j'ai des vis sur le bord qui s'enlignent avec les panneaux. Avec le panneau, si oui, bien, c'est les vis. Sinon, c'est qu'il y a un crochet à quelque part qu'il faut déclencher pour l'ouvrir. Est-ce que vous avez des questions concernant justement cette catégorie-là pour le dépoussiérage? Juste, si tu n'ouvres pas un laptop, juste avec une petite balayeuse, il me semble que s'il y a de la poussière, il est rentré loin, ça se fait pas tout ça. En fait, le bout aplati est un peu pour ça, effectivement, aussi. Dans les conseils, on disait utiliser un bout aplati.
c'est parce qu'avec les bouts aplatis, ça concentre mieux la succion, justement, donc plus efficace. C'est pas très grand là-dedans, hein? Ça peut pas. Ça va vraiment, la poussière va aller se loger dans les conduits d'air qu'il y a de toute façon. Parce qu'ailleurs, autour, il n'y a pas vraiment de place pour se déplacer. C'est ça. Pour dépoussiérer le clavier, Ouais. laptop. Du laptop, bien, ça dépend du clavier. Comme là, les claviers plus récents sont quand même assez hermétiques. Fait que c'est pas. Mais sinon, une fois éteint, là, avec l'aspirateur, mais l'aspirateur qui a une brosse, tu sais, peut mettre une brosse au bout, puis d'y aller doucement, pas trop fort, pas décoller les touches, là. Mais d'y aller comme ça avec la brosse, ça va faire un bon travail. C'est parce qu'ils sont difficiles à remettre après. C'est ça qui arrive. Ça se fait, mais c'est difficile à remettre. Puis vous risquez, si les morceaux de plastique sont très petits, vous risquez d'en briser un. Donc, évitez d'enlever les touches à cause de ça. Donc, ça, c'était pour le dépoussiérage des appareils. Donc, je vais reculer encore d'une étape pour retourner à mes 3 grandes catégories. Donc, l'entretien et l'optimisation logicielle. C'est vraiment là qu'il y a le gros du travail à faire, vraiment au niveau de l'optimisation logicielle à l'intérieur du Windows. Donc, on a ici 8 tuiles, mais il y en a une, la dernière, elle est plus là, protégée et mettez à jour votre ordinateur. Celle-là est plus au niveau des conseils. Et avec Windows 10, il y a une grande partie qui se fait tout seul. La majeure, c'est tout automatisé aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi, c'est de votre antivirus aussi, de le garder à jour. Parce que pas l'antivirus, il permet justement de bloquer les virus, etc. Puis les virus ou les logiciels malveillants vont utiliser de la ressource dans notre ordinateur, donc le ralentir. Donc, de garder son antivirus à jour pour être sûr qu'il nous protège et s'assurer aussi que notre Windows, bien, que les mises à jour de Windows se font là. Mais les mises à jour importantes de sécurité se font tout seuls de toute façon. Donc, il faut juste dire oui, je redémarre quand il nous le dit, tout simplement. Mais les autres tuiles, c'est important de les faire dans l'ordre qui sont placés. Donc, vraiment, de commencer en haut à gauche avec faites le ménage de vos données, nettoyer le disque dur ensuite, améliorer les performances du système, désinstaller les programmes inutiles, optimiser votre navigateur, optimiser le démarrage, puis défragmenter votre disque dur, de vraiment suivre cet ordre-là. Il y a une logique dans cet ordre-là. Donc, c'est pour ça qu'on les a placés dans l'ordre comme ça. OK? Pour faire le ménage de mes données, en fait, ça, c'est pas. Il n'y a pas de gros secret là-dedans. Dans le fond, ce qu'on vous dit ici, c'est tout simplement d'avoir d'organiser vos fichiers. Le truc, c'est de les organiser pour les regrouper dans des dossiers, des sous-dossiers qu'on va se retrouver rapidement pour éviter les doublons. C'est surtout ça. Parce que là, ça, c'est vos dossiers. Il n'y a pas de baguette magique pour ça. Par contre, s'il y a des documents, des dossiers que vous voulez garder à long terme, ça, on vous invite à soit les stocker dans le cloud, dans le nuage. Moi, j'ai mes réserves là-dessus. Ou de les mettre sur un support physique externe. Quand je parle de garder des choses à long terme, tu sais, à un moment donné, on finit par avoir beaucoup de photos. Ça prend de la place dans l'ordinateur. Bien, peut-être les mettre sur une clé USB, sur un disque dur externe, ça va libérer de l'espace, veux pas, dans l'ordinateur. Si vous avez pas des vieux documents, mais des documents que vous gardez quelques années, comme exemple, les finances. Tu sais, souvent, les finances, on va garder ça plusieurs années, les impôts, les rapports d'impôts, etc. Bien ça, l'idéal, c'est de regrouper ça dans un dossier et de le compresser ou de le zipper. Comme ça, il va prendre moins de place. Le compressage de fichiers, c'est un peu le même principe que les housses en plastique, là, qu'on peut mettre du linge dedans, puis que là, on peut mettre la balayeuse, puis ça vient tout petit, tout petit. Donc, c'est le même linge qui est dedans, mais ça prend beaucoup moins de place dans le garde-robe. C'est un peu ça, ce concept-là aussi dans l'ordinateur. Et là, on a vraiment la procédure pour compresser un fichier. Toutes les étapes que je vais vous montrer, là, toutes les différentes choses que je vais vous montrer, c'est tout le temps bien détaillé, étape par étape, avec des impressions d'écran pour que vous vous retrouviez aussi. Donc, un fichier compressé, dans le fond, c'est de trouver le fichier, pas trouver le fichier, de créer le dossier, de mettre tous les fichiers qu'on veut dedans, le nommer comme on veut là, pour qu'on le reconnaisse, qu'on le retrouve facilement. Et ensuite, c'est tout simplement avec un clic droit sur le dossier. Ça, c'est tout ça qui est expliqué là. Clic droit sur le dossier, envoyer vers, et là, vous allez avoir dossier compressé. Le dossier, il y a un dessin zip. C'est pour ça que des fois, on va dire zipper un dossier. Premièrement, parce que c'était le nom du premier format qui existait compressé. Ça s'appelait des WinZip. Et puis, c'est resté vraiment à cette heure. C'est zipper un dossier, c'est vraiment le compresser. Donc,
une fois qu'il est compressé, il va créer un dossier avec un zip justement dessus pour nous montrer qu'il est compressé. Donc, il va prendre moins de place. Ensuite, si on veut aller fouiller dedans au besoin, il va falloir juste le décompresser. Mais ça, encore là, encore une fois, c'est un clic droit sur le dossier qui est zippé, puis là, ça s'appelle extraire l'archive. Tout simplement. Donc, ça, c'est juste pour que ça prenne un peu moins de place dans l'ordinateur, donc faire le ménage dans nos données. Je reviens en arrière et nettoyer le disque dur. Nettoyer le disque dur, dans le fond, c'est tous les fichiers temporaires, les fichiers inutiles, les fichiers d'installation, de quand on installe un nouveau programme. Après ça, il reste comme le fichier qui servait pour l'installation. Une fois que le programme est installé, le fichier ne sert plus à rien. Il y a des affaires, il y a des parties il y a des fichiers qui installent aussi pendant l'installation, qui servent à l'installation et ensuite ne servent plus. Donc, le nettoyage de disque, il va justement faire le ménage de ça. Il va même aller jusqu'à vider la corbeille même dans le nettoyage du disque. Donc, ici, encore une fois, on a toute la procédure. Donc, vous voyez par étape, là, comment se rendre pour faire l'effacement, le nettoyage du disque. Donc, dans le fond, c'est d'ouvrir l'explorateur de fichiers. On clique ensuite sur ce PC. Et dans ce PC, c'est là que vous allez voir les disques durs. Comme là, on voit dans celui-ci, dans cet ordinateur-là, qu'il y en a juste un. Il y a juste le Windows C. Des fois, l'autre à côté, c'est le lecteur DVD. Des fois, il y a plus qu'un disque dur ou il y a un disque dur qui est séparé en deux pour faire accroire à l'ordinateur qu'il y en a deux. Donc, vous allez voir un Windows C, puis vous allez voir un autre disque dur à côté qui va être D. Qu'est-ce qui me dit que c'est un disque dur et pas un lecteur? Premièrement, le dessin. Tout simplement, le dessin ici à côté, là, on voit là, il n'est pas marqué DVD, il n'est pas marqué BD pour Blu-ray disc. Donc, c'est un disque dur. C'est vraiment le C qu'on veut nettoyer. Le D, l'autre disque dur, ça ne donne rien, ce n'est pas le système qui est là. Le système, il est sur le C. Puis il peut avoir d'autres noms. Ça peut s'appeler Windows, ça peut s'appeler système, mais ça va toujours être la lettre C. Donc, c'est celui-là qu'on va nettoyer. Donc, ça, on fait un clic droit sur le C aussi, ce qui ouvre le menu contextuel. Et complètement en bas du menu contextuel, il y a Propriétés. Dans Propriétés, vous allez voir tout de suite l'option nettoyage disque. Okay. Ensuite, va s'ouvrir cette fenêtre-là. Ici, vous pouvez mettre tous les crochets. Tout ce qui est là peut être effacé. Ça va faire du ménage dans l'ordinateur et ça ne va pas nuire au système. Je sais, les gens, c'est ça, habituellement, qui me disent « y a-t-il quelque chose qu'il ne faut pas que je coche là-dedans? » Non, 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 non. Vous faites tout cocher. De toute façon, tout ce qui est là, si l'ordinateur en a besoin, au moment qu'il va en avoir besoin, il va aller le rechercher. Donc, on peut tout effacer là. La seule chose, peut-être, la corbeille, peut-être juste vérifier s'il n'y a pas des affaires que vous ne voulez pas perdre dedans avant, juste pour être sûr. Sinon, tout ce qui est là, vous pouvez l'effacer. Ensuite, vous n'avez qu'à cliquer sur le OK. Une fois que tous les crochets sont mis, vous n'avez qu'à cliquer sur le OK. C'est cette fenêtre-là qui va apparaître pour confirmer qu'on veut supprimer les fichiers. Et ensuite, celle-là pour dire qu'il est en train de progresser. Il n'y a pas de message de confirmation à la fin. Quand c'est fini, cette fenêtre-là fait juste fermer et ça revient, même pas celle-là, ça revient à cette fenêtre-là quand c'est fini. Donc ça, c'est l'indice que c'est fini. Ce n'est pas quelque chose qui prend tellement de temps, sauf si peut-être ça fait très, très, très longtemps et qu'il n'a jamais été fait. Là, peut-être la première fois, ça va être plus long. Est-ce que vous pouvez vous servir de l'ordinateur en même temps? Oui, mais ça ralentit un peu l'ordinateur, puis ça va ralentir la tâche. Fait que si on veut que ça aille vite, on le laisse faire, puis on ne fait pas d'autre chose. On le laisse tranquille pendant ce temps-là, tout simplement. Mais on peut s'en servir sans avoir peur de nuire au travail, par exemple. C'est juste qu'il travaille, donc il va être un peu moins rapide pendant ce temps-là. Les antivirus, là, il y a une section. Il y a certains antivirus qui ont cette option-là, puis dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent ces affaires-là qui sont déjà dans le système. Oui. Dans le fond, les antivirus qui ont cette option-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le service qui est déjà présent là, dans le Windows, puis ils le démarrent via leur interface. Mais c'est la même job, dans le fond, c'est juste pas le même visuel. Donc, voilà pour le nettoyage disque dur. Ensuite, une fois que nettoyer le disque est fait, là, on va vouloir améliorer les performances du système. Donc, améliorer les performances du système, ça, c'est au niveau visuel. Plus ça va,
plus les systèmes sont beaux. Hein? Windows 10, il est plus beau que 7, 7 est plus beau que XP, XP est plus beau que 98, puis 10, puis 11, il est plus beau que ce que 10 est là. Mais ça, les images sont plus belles, ils ont plus de détails, ils ont plus de couleurs, il y a des transparences, il y a de l'ombre en dessous de la souris. C'est tout super beau, ça. Mais ça ne donne rien aux performances. C'est juste beau. Ça ne fait pas faire fonctionner l'ordinateur, tout ça. Quand l'ordinateur commence à être plus vieux puis qu'on trouve qu'il ralentit, bien, il y a de ces effets visuels-là qu'on peut aller fermer. Plus qu'on en ferme, plus ça va ressembler au vieux système, mais il va être plus performant. Donc, pour faire ça, tout simplement, encore là, là, on ouvre l'explorateur de fichiers. Quand je parle d'explorateur de fichiers, c'est tout le temps le dossier jaune en bas. Là. Moi, si je le pointe de main, ça ne donne pas grand-chose. Avec ma flèche, lui, là, c'est tout le temps ça, c'est ça l'explorateur de fichiers. Donc, le dessin qu'on voit ici là, dans le document. Encore là, on va cliquer avec le bouton de gauche, non, avec le bouton de droite sur ce PC, ce qui fait apparaître le menu contextuel, et on va encore une fois dans Propriétés. Cette fenêtre-là, qui est le résumé du système, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a comme mémoire, processeur, etc. À gauche, c'est marqué Paramètres système avancé. Donc, on clique là-dessus, qui nous amène dans la fenêtre qui s'appelle Propriétés système. Et tout de suite, la première section, Performance, on clique sur Paramètres. C'est ici que ça se passe. C'est cette fenêtre-là, dans le fond, qui a l'effet sur les performances système. Donc, dans le haut, on a 3 choix. Le premier qui est laisser Windows choisir la meilleure configuration. Ce qu'il va faire, si je choisis la première, il va mettre les crochets dans les carrés ici en bas selon la performance, selon la puissance de mon matériel. Donc, il ne les mettra pas partout. Lui, il va regarder quelles sont les performances, c'est quoi le matériel. Donc, il va en mettre le plus possible pour que ce soit quand même fluide. Le deuxième, ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence. Bien là, il va mettre les crochets partout. Là, le but, c'est juste que ça soit le plus beau possible. Donc, il met les crochets partout. La troisième, c'est ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Bien là, il enlève tous les crochets comme dans l'exemple qui est là. Donc là, il va être moins beau, mais plus rapide. Puis, la quatrième, paramètre personnalisé, bien, c'est vous qui choisissez où que vous mettez les crochets. Puis ça, vous pouvez faire un test des fois, là, voir, OK, ça fait quoi quand je enlève ça ou quand je mets ça. Dans le bas des fenêtres, souvent, là, il y a un OK, un cancel, puis un appliqué. La différence entre le OK et l'appliqué, elle n'est pas grande. C'est que le OK, il applique les modifications que j'ai faites dans la fenêtre et il ferme la fenêtre. Le appliqué, il applique les modifications, puis il la laisse ouverte. Fait que quand on veut faire des tests, bien, on va utiliser plutôt le appliqué. Donc, tu sais, je mets un crochet, j'applique, je regarde ce que ça donne. Ah bon, bof, je ne vois pas de différence, je vais l'enlever, ou etc. Tu sais. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Puis à la fin, quand on a vraiment fini notre choix, bien là, on fait OK parce que ça enregistre puis ça ferme la fenêtre en question. Donc ça, c'est pour le côté visuel et performance. Donc ensuite, désinstaller les programmes inutiles. Bien, c'est sûr que c'est une question de place. Plus il y a de choses sur mon disque dur, bien, plus ça prend de temps à l'ordinateur de trouver l'information sur le disque dur. Donc, si j'enlève les programmes inutiles, bien, ça devrait techniquement aller plus vite pour trouver l'information sur le disque dur. Si le programme a un désinstallateur intégré, on va préférer utiliser le désinstallateur intégré plutôt que l'option désinstaller qui est inclus dans Windows. Certains programmes, pas tous, mais certains programmes, surtout les antivirus, puis d'autres programmes un peu plus lourds, vont, au moment qu'on installe le programme, vont aussi installer déjà un désinstallateur. En anglais, c'est un uninstall. Pour savoir s'il y en a un déjà présent dans l'ordinateur pour le programme que vous voulez désinstaller, dans la liste des programmes, ça c'est le menu en bas à gauche, là, où ce qu'on clique là, pour avoir toute la liste des programmes, bien, s'il y a un dossier, là, comme, admettons, pas que ce soit Windows, ça c'est une exception, mais comme Adobe que je vois là, s'il y a un dossier plutôt que juste l'icône du programme, là, bien, c'est que peut-être l'installateur il est là. Donc, si je clique ici, vous voyez, lui, ça en est un bon exemple. Hey, j'aime ça tomber là-dessus du premier coup. Il y en a un en install, mais pour ce programme-là. Fait qu'à la place d'aller dans la liste des programmes, je vais utiliser ça. Parce que la liste des programmes, elle, l'option dans la liste des programmes pour désinstaller, elle désinstalle
selon les connaissances de Windows. Mais souvent, ça laisse des traces quand même. Souvent, il va rester un dossier vide qui porte le nom du programme ou des choses comme ça. Alors que le désinstallateur du programme, ben lui, il enlève vraiment toutes les traces de dans l'ordinateur de ce programme-là. Donc, ça va faire un travail plus efficace d'y aller avec le désinstallateur. S'il n'y en a pas de désinstallateur comme dans l'exemple, ben là, on va procéder avec à partir des paramètres de Windows 10. Donc, dans le menu Démarrer, encore là, en bas à gauche, dans la liste, dans la section de gauche, vous allez voir l'engrenage qui est les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, ben c'est la section Appli. Programme, Appli, c'est la même chose. Donc là, dans la liste qui est là, vous repérez le programme que vous voulez désinstaller. Vous cliquez une fois dessus et là va apparaître justement l'option Désinstaller. Il y a certains programmes qui sont importants pour le système qui ne vous laissera pas les désinstaller. En fait, le bouton Désinstaller qui est là, il va être en gris dans ce temps-là. Vous aurez beau essayer de cliquer dessus, il ne voudra pas l'enlever. Donc ça, il fait partie du système. Il faut le laisser là de toute façon. Sinon, tous les autres qui sont là-dedans, ça n'endommagera pas votre ordinateur de les enlever. Si c'est un programme, vous n'êtes plus sûr si vous vous serviez ou pas plus grave que ça. Vous allez le rechercher sur Internet et vous le réinstaller. Là. Donc, il n'y a pas de dommages à faire comme dans les anciens systèmes. Les anciens systèmes, il y avait des affaires là-dedans que si tu l'enlevais, ça pouvait affecter le système. Avec Windows 10, on n'a plus ce problème-là. Donc, on le désinstalle. Il demande toujours une confirmation pour être sûr qu'on a bien cliqué sur la bonne affaire. Donc, il leur demande de désinstaller. Et puis après ça, des fois, il y a une fenêtre qui ouvre, qui a d'autres étapes à suivre. Ça dépend des programmes. Faites juste oui. Des fois, quand la fenêtre elle ouvre avec des choix, souvent, il va vous demander de désinstaller ou réparer. Là, dans ce cas-là, on veut désinstaller. Fait qu'on choisit désinstaller, puis on fait suivant. Puis voilà, ça se fait. Puis comment savoir s'il a été désinstallé? Bien, après ça, si vous regardez dans votre liste, il ne sera plus là. Il y a tout le temps un petit délai, par exemple. Honnêtement, il y a tout le temps un petit délai entre le moment que la fenêtre de désinstallation disparaît puis que le programme disparaisse de la liste. Des fois, il y a un 5-6 secondes avant qu'il disparaisse vraiment de la liste. Quand on ne sait pas, au début, la première fois, comme « L'as-tu fait? Tu ne l'as pas fait? Il est encore là? » Ah, OK, c'est beau, il est parti. Donc ça, c'est pour faire du ménage encore là, c'est pour libérer de l'espace sur le disque dur. Ensuite, c'est optimiser le navigateur. Là, c'est peu importe le navigateur, puis même si vous avez plusieurs navigateurs, c'est sûr que là-dedans, l'exemple, il va être avec le navigateur de Edge, qui est le navigateur par défaut dans Windows, mais ça se fait, dans le fond, autant avec Chrome, Firefox, Edge, n'importe lequel des navigateurs, puis c'est à peu près tout à la même place qu'on peut faire ça. Dans le fond, c'est d'effacer les fichiers. Non, c'est pas vrai, ça, c'est plus tard. C'est des extensions. Des fois, il y a des extensions qui se rajoutent à notre navigateur. Le navigateur, en passant, c'est le programme pour aller sur Internet, juste pour être sûr. Donc, le navigateur, il y a des extensions. Des extensions, c'est des parties de programme qui se rajoutent au navigateur pour rajouter les fonctions de ce programme-là à notre navigateur. Comme exemple, notre antivirus qui fait une protection en temps réel sur Internet, il va avoir peut-être l'extension de l'antivirus. Lui, on veut qu'il soit là, c'est correct. Il y a des extensions comme, mettons, ceux qui utilisent des gestionnaires de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe va aller s'installer aussi dans le navigateur pour qu'on puisse l'utiliser directement dans le navigateur. Lui, c'est correct, on va le laisser là. Il est là pour nous aider, nous protéger. Mais il y en a des fois qui se rajoutent, qui venaient avec un autre programme, puis qu'on fait comme, c'est quoi ça? Pourquoi c'est là? Bien, si on ne sait pas pourquoi c'est là, c'est qu'on n'en a pas besoin d'habitude. Donc, ça s'appelle des extensions dans Edge. Dans Firefox, il me semble que ça s'appelle aussi des extensions. Dans Chrome, ça peut être extension, add-on ou j'en oublie un, ça m'en reviendra. Donc, ça, pour trouver les extensions, c'est dans le coin en haut à droite du navigateur. Peu importe le navigateur, ça va être dans le coin en haut à droite, les 3 petits points ou les 3 barres, dépendamment du navigateur. Et là, dans le menu qui va apparaître, vous allez trouver les extensions. Comme là, comme exemple, dans Edge, ça va être vraiment marqué « Extension ». Et puis, vous allez avoir cette fenêtre-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas obligé de le désinstaller tout de suite. Si on n'est pas sûr c'est quoi l'extension, ce qu'elle fait, vous pouvez commencer par la désactiver. Donc, en dessous, là, on ne le voit pas bien là, dans l'exemple, là, mais dans le fond,
au bout, ça, c'est les boutons pour les mettre on-off. Donc, vous voyez, la première, là, moi, je l'ai désactivée, là, puis les deux autres sont activés. Donc, je peux commencer tout simplement en la désactivant, voir si ensuite ça me manque dans l'utilisation de mon navigateur. Et si ça ne me manque pas, c'est qu'elle n'était pas utile. Puis là, je vais aller la supprimer ou la désinstaller parce que le supprimer, il est juste là en dessous. Puis comme je disais, bon, là, ceux qui sont plus de sécurité comme moi ici, j'ai j'ai des adblocks, des bloqueurs de publicité, mais ça, c'est moi. Je me souviens de l'avoir pris l'action pour aller le mettre là. Ensuite, ben, si malgré tout ça, on trouve que notre navigateur il est trop lent, ben là, après ça, c'est une question de choix. Oui, je l'aimais, cette application-là ou cette extension-là, mais je veux améliorer mon ordinateur, fait que je vais m'en passer, fait que je vais subir les publicités. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est les extensions, les add-ons, puis... attendez, je vais aller voir dans Chrome pour être sûr de me souvenir. Il me semble que c'est dans plus d'outils. Non, dans Chrome, c'est extension aussi. Fait que je pense que c'est dans Firefox qu'ils appellent ça des add-ons, me semble. Donc, voilà pour optimiser mon navigateur. Ensuite, c'est optimiser le démarrage. Ça, optimiser le démarrage, c'est tous les programmes qui partent tout seuls au début de l'ordinateur. Quand j'allume mon ordinateur, l'écran s'ouvre, là, je rentre mon mot de passe, on arrive sur le bureau. Il y a tout un plein de programmes qui partent tout seuls. Il y en a qu'on veut qui partent tout seuls, comme notre antivirus, on veut qu'il fonctionne tout de suite. Je ne veux pas être obligé d'aller le démarrer là, quand j'arrive dans l'ordinateur, ça, c'est correct. Mais il y en a d'autres que c'est pas nécessaire, qui partent tout de suite. Tu sais, comme exemple, Skype. Skype qui part par défaut avec les ordinateurs Windows 10, même si on n'a même pas encore mis notre compte dans Skype, il part. Il démarre. Si j'ai besoin de Skype, je vais aller le partir en main. À la place, il n'est pas obligé de partir tout seul. Ce n'est pas quelque chose de vital. Là. Donc, honnêtement, après ça, c'est une question de choix. Oui, des fois, personnellement, il y a des choses qu'on va vouloir qui démarrent tout seul parce que c'est plus simple. Mais là, on pense aussi au fait qu'on veut optimiser l'ordinateur. Donc, on va essayer d'en éliminer le plus possible et garder vraiment les essentiels. Donc, comment je fais pour... En fait, comment savoir qu'est-ce qui part tout seul? Bien, quand je clique sur la petite flèche en bas à droite, là, ce qui apparaît là, ça, c'est les processus en arrière-plan. Donc, c'est ce qui démarre de toute façon tout seul en même temps que je pars l'ordinateur. Mais pas tout à fait complète. Il y en a d'autres qui ne sont pas là-dedans, qui ne sont pas affichés là-dedans, puis qui démarrent quand même. Donc, la procédure pour faire ça, il faut cliquer avec le bouton de droite dans un espace vide en bas ici de la barre des tâches. Donc, un espace vide. Donc, pas sur une icône, puis pas entre deux, il n'y a pas d'espace. Il faut vraiment aller dans un espace vide ici. On clique avec le bouton de droite et c'est ce menu-là qui apparaît. Dans ce menu-là, complètement en bas, ben, presque complètement en bas, gestionnaire des tâches. La première fois que vous ouvrez le gestionnaire des tâches avec votre ordinateur, la fenêtre a de l'air de ça. Elle est petite. Et ça fait juste montrer les programmes qui sont ouverts. Ce qui est là, habituellement, ça va être l'équivalent de ce que j'ai ouvert ici en bas dans ma barre des tâches. Donc, ça, ce n'est pas encore les programmes qui partent seuls. Ça, c'est les programmes que moi, j'ai ouverts. Il faut cliquer sur plus de détails. En cliquant sur plus de détails, la fenêtre va se transformer en cette fenêtre-là. Les fois d'après, quand vous allez revenir, parce que vous êtes déjà allé là, elle va toujours être comme ça, elle va toujours être grande. Mais la première fois, il faut cliquer sur plus de détails. Là, vous allez remarquer que dans le haut, il y a plusieurs onglets. Donc, l'onglet démarrage, c'est là qu'il y a les programmes qui partent. On a 4 colonnes. La première colonne qui est le nom du programme, des programmes. La deuxième, l'éditeur, donc le fabricant ou la marque, la compagnie. La troisième, c'est le statut. Donc, est-ce qu'il est activé pour démarrer au démarrage de l'ordinateur ou non? Donc, activé ou désactivé. Et la quatrième, c'est l'impact sur le démarrage. L'impact que ce programme-là a sur le démarrage. Donc, on a haut, bas ou aucun. Donc là, vite, vite, comme ça, dans cette liste-là, ce qui est le seul qui est important vraiment, vraiment à garder, comme je disais, c'est mon antivirus. Lui, c'est sûr, je vais le laisser activer. Toutes les autres, c'est toutes des affaires qui peuvent être parties à la main, là, que ce soit OneDrive aussi, il y a le fun qui part tout seul. Si vous utilisez OneDrive avec la synchronisation, bien ça, c'est correct qu'il parte tout seul parce qu'on veut que la synchronisation se fasse dès le démarrage de l'ordinateur. Mais tu sais, pour les autres, comme moi, là, ça, c'est un exemple de mon ordi de travail. Oui, j'ai Microsoft Teams qui démarre tout seul, mais c'est parce que j'ai un ordinateur quand même assez puissant au travail. Puis c'est un outil de travail, tu sais. Donc, dès qu'il part mon ordi, je veux que mon team ouvre. Mais pour mon ordi personnel à la maison,
Non, non, Team, il ne part pas tout seul. Quand je n'ai besoin, je vais le partir à la main, puis c'est tout. Même chose, CCleaner. Vous voyez, moi, CCleaner, il est là. Mais CCleaner, quand je veux faire du nettoyage, je vais aller le faire. Je ne veux pas qu'ils me disent « Ah, là, ton ordi est dû pour faire du nettoyage. » Parce que ça, le fait qu'il vérifie tout le temps, bien, ça prend de la ressource. Donc, je vais y aller, moi, de temps en temps, faire le nettoyage, tout simplement. Donc, ensuite, quand je veux en désactiver, ben, on sélectionne celui qu'on veut désactiver pour qu'il devienne en bleu. Puis ensuite, en bas, vous cliquez sur le bouton « Désactiver ». Si jamais vous vous rendez compte que vous aimiez ça qui parte tout seul au démarrage, ce programme-là, ben, vous faites le contraire. Vous revenez dans la liste, vous cliquez dessus, puis à la place d'être désactivé en bas, ça va être activé. Donc, ça va le réactiver, tout simplement. Donc, comme je disais, il n'y a aucun là-dedans qui peut nuire non plus à votre ordinateur. C'est juste que ce soit plus le fun, plus facile, puis qu'on ait déjà certains programmes qui démarrent dessus. À part l'antivirus que lui, on veut qu'il reste là. Défragmenter le disque dur. Ça, défragmenter le disque dur, c'est bon pour les disques durs qu'on appelle mécaniques. Parce qu'à ce temps, il y a une nouvelle sorte de disque dur depuis plusieurs années qui sont des disques durs SSD. Donc, les SSD, il n'y a plus de pièces mécaniques à l'intérieur, c'est des puces. Donc, ça ne fonctionne pas de la même façon. Mais les anciens disques durs, là, je le sais, là, dans vos têtes, là, ah oui, je l'ai vu dans vos yeux aussi. Est-ce que j'ai un SSD ou un mécanique? Moi, je ne sais pas. Je vais vous montrer tantôt comment le savoir. Ce qui arrive avec la fragmentation, pour défragmenter, comment ça fonctionne les disques durs mécaniques, c'est que, mettons, j'installe un programme de 2 gigaoctets, mettons. Okay? Il prend la place de 2 gigaoctets, mais sur le disque dur, c'est tous des petits espaces, des petits garde-robes, si on veut, qui ne sont pas de 2 gigaoctets, qui sont, je ne me souviens plus la capacité, là, mais de quelques kilooctets. Ce qui veut dire que mon programme, quand il va être installé sur le disque dur, bien, il va être séparé dans les différents secteurs, justement. Au début, quand on a notre ordinateur, ça va bien parce qu'au début, tout ce qui est le système est ensemble, les nouveaux programmes qu'on a mis sont ensemble, on en rajoute des nouveaux. Tu sais, les secteurs sont assez contigus, sont assez rapprochés, proches l'un de l'autre. Mais là, au fur et à mesure que je désinstalle des programmes, je supprime des photos, j'en rajoute, là, les espaces commencent à être séparés. Puis un programme ou un fichier que j'enregistre dans mon ordinateur, il n'est pas obligé que les secteurs soient un à côté de l'autre. Fait que, il peut avoir une partie dans ce secteur-là, le secteur là-bas, secteur là-bas. Puis plus c'est éparpillé, bien, plus ça prend de temps à l'ordinateur de retrouver ces informations-là pour rassembler puis nous l'offrir à l'écran. Donc, la défragmentation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ramener les affaires ensemble le plus possible, justement, pour que ça aille plus vite. Et c'est pour ça, justement, qu'on l'a mis en dernière étape dans l'optimisation, parce que depuis le début, on a supprimé des fichiers, on a fait le ménage dans nos fichiers, on a éliminé les fichiers temporaires, donc on a libéré des secteurs sur le disque dur, etc. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin, pour qu'à la fin de tout ça, bien, on rassemble ça pour que ça soit un peu plus efficace, la recherche là, sur le disque dur. Donc, comment j'accède à ça? Bien, ça ressemble un peu à la même procédure que le nettoyage disque au début. C'est presque le même chemin. Donc, j'ouvre l'explorateur de fichiers, donc le dossier jaune qui se trouve en bas dans la barre des tâches. Je clique sur ce PC pour faire apparaître mes dossiers principaux puis mes disques durs qui sont dedans. Encore là, c'est le C qu'on va viser parce que c'est le système. Je vais donc cliquer avec le bouton de droite sur le C. Dans la liste qui apparaît, on va aller dans Propriétés. Sauf que là, en place d'être dans Général, on va dans le deuxième onglet en haut qui s'appelle Outils. Et là, vous allez le voir, justement, ça s'appelle Optimiser et défragmenter le lecteur. Donc, vous cliquez sur Optimiser. Et ici, vous allez pouvoir le savoir, justement. Là, on est vraiment dans l'outil Optimiser. Et justement, dans l'exemple qui est là, j'ai 3 types de disques ou de supports de mémoire, si on veut. Donc, on voit ici le premier, mon système, justement, il y a un disque SSD. Donc, lui, ce ne sera pas nécessaire de le défragmenter parce qu'il ne fragmente pas, dans le fond. Puis même non seulement, ce n'est pas nécessaire, c'est même déconseillé de le faire parce que les disques SSD, ils ont une limite en quantité de lecture, écriture, effacement. Excusez, pas en lecture. Pas en lecture, il n'y a pas de limite de lecture. Limite d'écriture et d'effacement. Parce qu'un effacement, c'est comme une écriture, dans le fond. Quand j'efface sur un disque dur, dans le fond, c'est qu'on écrit n'importe quoi par-dessus. Pour le vrai, quand on efface dans un ordinateur,
c'est plus comme si je faisais un barbeau dessus. C'est pas comme si je l'enlevais pour vrai. Puis là, vu qu'il y a un barbeau dessus, ben là, l'ordinateur n'est plus capable d'aller lire ce qu'il y a là. Donc, ça compte comme une écriture. Donc, puis vu que ça compte comme une écriture, ben, on ne voudra pas défragmenter parce que défragmenter, c'est de l'enlever d'une place pour le remettre ailleurs. Donc, c'est une opération d'écriture. Mais c'est ça. Donc, là, je vois que c'est un disque SSD, je ne le fais pas. Mais si je vois au contraire que c'est plus comme l'autre en bas ici, on voit ça, c'est un lecteur de disque dur. Donc, lui, il est vraiment mécanique. Mais ce n'est pas mon système. Fait que là, dans le cas de l'exemple, je ne le ferai pas. Mais si mon C, à la place de disque SSD, c'était marqué lecteur de disque dur, là, je le défragmenterais. Donc, pour faire ça, ben, je clique tout simplement sur le disque dur que je veux défragmenter et ensuite, je clique sur Optimiser. Ici, en bas, vous allez remarquer que c'est marqué Optimisation planifiée. Depuis Windows 10, il fait une défragmentation automatique. Mais il ne les fait pas sur les SSD. Il sait qu'il ne faut pas qu'il en fasse. Même si l'option est là et est activée, si j'ai un SSD, il ne le fera pas. Parce que, premièrement, il ne fragmentera pas. Donc, il ne verra pas qu'il y a besoin. Parce que si vous regardez ici mon disque mécanique, là, il a été défragmenté, il marque 0%. Mais quand ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, il va marquer le pourcentage de fragmenté. Alors que lui, ici en haut, il n'y aura jamais un pourcentage de fragmenté. De toute façon, il ne le fera pas parce qu'il n'y a pas besoin. Mais si vous avez un disque mécanique, de toute façon, par défaut, ça, c'est activé, fait qu'il le fait de temps en temps, de toute façon. Là, on le voit, moi ici, il est à la fréquence tous les mois. Là, vous allez me dire, ben, pourquoi qu'on vient le faire s'il le fait seul? Parce qu'on vient de faire du ménage. On vient de le faire là. On ne va pas attendre à la prochaine automatique, là. Donc là, on va le faire pour compléter notre ménage, justement, pour ramener les choses ensemble. Puis après ça, ben, je n'y repense plus tant que je ne refais pas du ménage parce qu'il va le faire tout seul. Donc, ça, c'est pour la fragmentation. Si vous voulez changer la fréquence, là, si vous êtes quelqu'un qui teste beaucoup, qui supprime beaucoup de fichiers, qui en rajoute, qui essaye des programmes, qui les désinstalle, bien, peut-être vous allez vouloir augmenter un peu la fréquence. Donc, ça, vous allez dans modifier les paramètres puis jouer avec la fréquence d'automatisation de défragmentation. Oui? Comme on ne doit pas défragmenter le SSD, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter la performance du disque dur? Les disques durs SSD, c'est déjà des disques durs très performants parce qu'il n'y a plus de mécanique. Ce n'est que des puces. Fait qu'on ne peut pas l'augmenter, malheureusement. Sauf de garder notre disque dur un peu en ordre, dans le sens d'éviter les doublons, enlever les programmes inutiles. Mais il n'y a pas d'opération comme ça là, pour défragmenter qui va faire qu'il va l'aider, par exemple. Ça, c'est mieux de le désactiver, en fait. Puisque le but, c'est de nettoyer nos anciens ordi qui fonctionnent très mal. Oui. L'activer, il va ralentir un moment donné quand tu vas l'utiliser. Oui, c'est vrai aussi. C'est un bon commentaire. Effectivement, c'est l'ordinateur, là. Oui, parce que quand il fait de l'optimisation comme ça, il travaille beaucoup. Et puis là, ça prend beaucoup de ressources, donc ça va ralentir notre travail à nous sur l'ordinateur. Fait que oui, peut-être quand il est plus vieillissant, de le désactiver puis d'y penser soi-même, vous allez le faire une fois de temps en temps. Effectivement. Ça, c'est une opération qui peut être longue aussi. Qui peut être très longue parce qu'on a de plus en plus de gros disques, de plus en plus de choses dessus. Donc, ça peut être long, voire en heures. Moi, ça, c'est le genre d'affaires que je fais le soir quand j'ai plus besoin de mon ordi. Là, je le pars au kit à aller me coucher, puis le lendemain matin, il est fini. Là, tu sais. Fait que, oui, vous pourriez utiliser l'ordinateur en même temps, mais comme monsieur disait, ça va beaucoup ralentir l'ordinateur, donc moins agréable. Puis le fait d'utiliser l'ordinateur va ralentir le processus aussi. Ça ne va pas nuire à l'ordinateur, mais ça va nuire à sa vitesse d'exécution, puis à notre vitesse d'exécution de nos tâches à nous aussi en l'utilisant. Donc, on part ça le soir, on le laisse aller, le lendemain matin, c'est fini. Voilà. Donc, ça, c'est pour la défragmentation. Ensuite, le dernier, j'en ai parlé au début, c'est que c'est important de garder son ordinateur à jour, puis autant ses antivirus, ses programmes, parce que c'est souvent une question de sécurité. Je sais, c'est fatigant les maudites mises à jour parce qu'ils nous changent des fonctions en même temps, mais il y a aussi la sécurité, parce que ça va vite dans le monde de l'informatique. Souvent, ils sortent les programmes très rapidement pour faire l'argent rapidement, mais il y a des failles de sécurité dedans. Les pirates, eux autres, trouvent ces failles de sécurité-là rapidement, les exploitent en envoyant des virus ou des choses comme ça. Donc, les mises à jour de nos programmes, souvent, corrigent ces failles de sécurité-là. Donc, si nos programmes sont plus sécuritaires, il y a moins de choses qui vont s'installer à notre insu aussi dans l'ordinateur. Donc, il va être plus performant.
Dans le fond, c'est tout simplement ça, là, protéger, mettre à jour votre ordinateur. Est-ce qu'il y a des questions en général sur les différentes tuiles, les différentes sections qu'on vient de voir ici? Oui, je dirais avec Windows 11. Mon nouvel ordinateur n'est pas gardé par ce Windows 11. Est-ce qu'il y a certaines autres choses qu'il faudrait que je fasse plus ou pas du tout à cause de ça? Dans votre Windows 10? Oui, mais vu que ça reste en Windows 10, fait qu'il dit qu'il ne peut plus faire de mise à jour, il ne peut plus faire de... Votre Windows peut plus faire de 10, ne peut plus faire de mise à jour. Non, il ne peut pas passer à 11 parce qu'il n'est pas assez performant pour passer à 11. OK. Un peu tout ça régulièrement, là, je vous dirais 6 mois, peut-être, ou 6 mois, 2 fois par année, ou au besoin aussi. Là, si on sent que l'ordinateur il ralentit de plus en plus, revenir le faire plus souvent, tout simplement. Parlant de Windows 11, puis Windows 10, il n'y a rien qui presse en passant. Si votre ordinateur, s'il est capable de passer à Windows 11, il n'y a rien qui presse encore. On a jusqu'à octobre 2025 qui vont supporter Windows 10 encore. Donc, on a le temps encore. Puis là, effectivement, il y a toute une affaire de technique. Pour avoir Windows 11, ça prend une puce spéciale de sécurité dedans qui s'appelle TPM2. Et ça ne fait pas si longtemps que ça que les ordinateurs l'ont. Donc, ça prend des ordinateurs récents qui ont cette puce-là. Les autres ordinateurs, ils ne pourront pas nous le faire parce que ça risque de changer, là. Mais en tout cas, pour l'instant, Windows, Microsoft, il a mis cette technologie-là dans le Windows 11 que ça prend ça. Mais on pense, la plupart des techniciens, on pense que quand on va être rendu là, ils vont probablement... Il y a moyen aussi, en fouillant sur Internet, de l'installer quand même en bypassant ça, mais là, c'est plus avancé, là. Mais ouais. Mais ça ne presse pas, comme je disais, là, ça ne presse pas pour passer au Windows 11. On a encore 2 ans. Bon, là, on est à 2 ans. 25? Non, 3 ans. C'est la première fois qu'ils prennent autant de temps avec 2 systèmes en même temps. Ouais. OK. Ensuite, la dernière catégorie, c'est au niveau du matériel. Déjà, j'ai parlé du disque dur SSD. Si vous avez encore un disque dur mécanique dans votre ordinateur, de le changer pour un disque dur SSD, ça fait une énorme différence. Juste ça va faire une grosse différence sur la vitesse d'exécution de votre ordinateur. Juste le démarrage, là, le démarrage, on est habitué, on le part, on a le temps de le faire un autre petit quelque chose, de revenir, puis là, avec le SSD, là, ça rentre là, dans le système assez rapidement. Les fenêtres qui ouvrent vite, les changements de fenêtres sur Internet, ça va vite, etc. Les programmes vont plus vite. Donc, déjà ça, le disque dur, c'est déjà une bonne étape pour améliorer la vitesse de notre ordinateur. Pour le disque dur, ça va être de faire affaire, par contre, avec un technicien parce qu'on ne peut pas, c'est pas juste un copier-coller là, de l'ancien disque dur vers le nouveau disque dur puis que ça fonctionne. Il faut faire ce qu'on appelle un clone. Donc, ça prend un programme spécial qui va prendre comme le premier disque dur, le disque original, ils vont en faire une image qui va ensuite aller installer sur l'autre disque dur. Donc, ça prend des programmes spéciaux qui vont avec ça pour pouvoir le faire. Donc, ça a à faire avec un technicien, mais c'est quelque chose qui peut être fait justement là, d'installer un disque dur HDD ou plutôt de remplacer le HDD par un SSD. Le HDD, c'est Hard Disk Drive, c'est l'ancienne technologie. SSD, c'est Solid State Drive, donc c'est les nouveaux là, qui sont plus des puces là, dessus. Ou de ça, de changer de disque dur, c'est-tu considérable? Ça l'a diminué un peu, là, mais on parle d'au-dessus de 100 là, quand même, là, un disque dur neuf, dépendamment de la capacité aussi. Oui? Il y en a plein d'usagers en même temps. Regarde ce Kijiji, tout aussi bon. C'est plus pour un vieux ordi. Juste faire attention, par exemple, avec les disques durs SSD usagés, d'essayer de savoir le pourcentage utilisé déjà dans le nombre de fois. Si vous êtes capable, si le vendeur est capable de vous le dire justement, OK, il est encore à 94 % ou à 90 %, oui, ça vaut la peine. En bas de 50 % il ne durera pas si longtemps que ça. Donc, juste faire attention à ça, mais oui, effectivement, nous autres, chez Incertec, on en a aussi des usagers. On a du neuf, mais on en a aussi des usagers, on en récupère plein, puis nous, on efface tout. Fait que, on en a aussi. Si vous êtes un peu gamer ou vous faites de l'édition vidéo, jouer avec le son, peut-être des montages photos, peut-être vous allez vouloir avoir ce qu'on appelle une carte graphique plus performante. Parce que la carte graphique, dans le fond, c'est la prise dans laquelle on branche l'écran en arrière de l'ordinateur.
La plupart des ordinateurs de série qu'on achète, mettons chez Best Buy ou etc., là, les cartes sont intégrées au système. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus performant. Donc, on peut y rajouter une carte graphique qui va se mettre dans une fente d'extension, dans le fond. Donc, un peu plus bas dans l'ordinateur, il va y avoir des nouveaux connecteurs pour brancher l'écran. Ce qui arrive, c'est que cette carte-là, elle a ses propres composantes pour les performances, pour l'affichage. Ensuite, en terminant, pour faire rapide, la mémoire vive aussi qu'on peut changer ou l'en ajouter. Ça, il y a des belles petites vidéos aussi pour voir un peu comment on peut procéder. Ce n'est pas très difficile, ça peut se faire soi-même. C'est 2 crochets à l'intérieur de l'ordinateur, c'est des grandes barrettes, là, on les voit ici, puis en regardant la vidéo, on la voit mieux. Là. Mais 2 crochets qu'on enlève, on remet soit de la mémoire plus performante, ou souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont avoir mis le minimum que le système a besoin, mais on pourrait en mettre plus pour aider l'ordinateur à travailler. Il va avoir juste, souvent, il y a 4 places pour mettre la mémoire vive, il va en avoir juste 2 d'utilisées. Mettons que sur les 2 d'utilisés, il y a 8 gigs, bien, j'ai encore 2 places pour mettre un autre 8 gigs. Donc là, j'ai comme plus d'espace pour que ça travaille, donc plus d'espace, ça va travailler plus vite. Ça, par contre, il faut faire attention sur quel type de mémoire qu'on achète parce qu'il faut qu'elle soit compatible avec notre ordinateur. Moi, le conseil que je donne, quand on ne connaît pas justement qu'est-ce qui est compatible avec notre ordinateur, prenez ce qui est dedans, prenez-en une barrette, allez voir un technicien ou un vendeur, dites « j'avais ça là, dans mon ordinateur, il me reste 2 places. Peux-tu doubler ma quantité? » Puis il va vous sortir la bonne mémoire qui va être compatible. En y amenant ce que vous avez déjà, il va vous conseiller ce que ça vous prend. Mais dans un laptop, c'est... Dans un laptop, ça se fait aussi, mais il y a moins de place. Il y a 2 fentes, puis souvent, il y en a juste une des 2 d'utilisée. Puis, par contre, dans le laptop, des fois, la deuxième fente est cachée en dessous du clavier. Fait que là, c'est vraiment un technicien qui va y aller parce que se rendre jusqu'en dessous du clavier, des fois, c'est compliqué. Le technicien qui coûte cher. Ouais, je sais. Mais j'ai certain qu'on coûte un peu moins cher. Donc voilà, en gros, c'est ça. Puis c'est sûr que je suis allé un peu vite, mais tout est là sur le site. Il y a des vidéos explicatives. Vous allez pouvoir revoir ça tranquillement à la maison pour suivre ça étape par étape là, quand vient le temps de faire votre ménage. Merci. Énormément.